je veux parler pas plus de 3/4 d'heure en proposant des hypothèses pour animer une discussion ensuite et des questions. Et au cours de ma présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, j'ai fait une carte très rudimentaire de la Chine ici, juste pour donner des orientations. On a ici les grandes villes de la côte, où le grand miracle chinois à partir de la fin des années 70 a commencé. Il y a Pékin, la capitale, une ville plutôt administrative. Il y a Shanghai qui est le grand centre commercial, financier, où on construit un gratte-ciel après un autre, jusqu'au point où les résidents même de Shanghai se perdent et s'égarent en ne reconnaissant plus les repères. Et Hong Kong, qui a été un port d'entrée très important pour la relance du capitalisme en Chine à partir de la fin des années 70. Et juste à côté de Hong Kong, il y a Guangzhou, c'est la capitale de la province de Guangdong. Et Guangdong, c'est vraiment sans doute la province la plus dynamique de la nouvelle économie chinoise depuis assez longtemps. C'est aussi important de situer la Chine de façon géopolitique. Enfin, à un niveau, c'est évident, mais en particulier, vous voyez, il y a la Corée, à côté, Corée du Nord, Corée du Sud, le Japon, Taïwan, le Vietnam au sud, et Singapour, je ne sais pas exactement où le situer, mais j'ai mis ces repères-là surtout parce que d'une façon ou d'une autre, ils ont servi de modèle pour la stratégie de la classe dirigeante en Chine à partir des années 70, quand ils ont décidé, quand ils se sont rendus compte qu'une réforme fondamentale de l'économie était essentielle. Dans les instituts de recherche chinois du parti, on se penche depuis très longtemps sur de divers modèles, parce qu'à un certain moment, surtout dans les années 70, avec la grande crise mondiale, il y avait aussi un blocage intérieur en Chine qui était le résultat de la soi-disant révolution culturelle qui n'avait rien à voir avec la culture et qui n'était pas une révolution, mais la Chine juste après la mort de Mao en 1976 et l'arrestation de la bande à 4 s'est trouvé vraiment à une impasse. Et quand le nouveau KIP, qui n'était pas nouveau, c'était l'équipe stalinien technocratique d'avant, Deng Xiaoping en particulier, qui avait été écarté pendant la révolution culturelle, quand ils ont repris le pouvoir, ils étaient vraiment à la recherche des nouvelles modèles. Et c'est très intéressant de constater que, en effet, les tigres asiatiques, la Corée du Sud et le Taïwan en particulier, étaient là. Il y a des choses qui font une différence importante entre la Chine et l'expérience de l'Union soviétique. Deux en particulier, c'est l'existence d'une diaspora très importante de milliardaires dans des pays aussi divers que l'Indonésie, à Taïwan, aux États-Unis et à Singapour. Tout de suite, quand il y avait l'ouverture
vers une économie de marché. Ces milliardaires étaient là pour faire des investissements et pour apprendre à la bureaucratie chinoise comment gérer une société capitaliste moderne. Une chose très intéressante que j'ai découvert en étudiant ça, c'est que le modèle préféré du régime, dans un certain sens, c'est le Singapour. On a du mal à comprendre comment un pays de 2 millions peut servir de modèle pour un pays de 1,4 milliard. Mais en effet, le chef d'État de Singapour, qui est décédé récemment, Lee Kuan Yew, était très proche de Deng Xiaoping et voyageait souvent à Pékin pour des échanges, pour donner des conseils. Et qu'est-ce qui plaît au gouvernement chinois dans le modèle de Singapour? C'est une réussite économique avec un fort secteur de haute technologie et avec une façade démocratique derrière laquelle on trouve la main forte d'un parti au pouvoir. Enfin, si un jour la Chine pourrait arriver à une situation pareille, ce serait vraiment, à mon avis, c'est le modèle numéro un des stratèges chinois. Bon. L'hypothèse fondamentale que je vais présenter, c'est l'idée que la Chine actuelle est une société profondément bloquée. C'est un secret pour personne à un certain niveau parce que le système capitaliste mondial est aussi bloqué. Mais il y a comme on dit toujours, des particularités chinoises dans ce blocage et c'est de cela que je veux parler. En particulier, je crois que le contrôle de la classe ouvrière est vraiment fondamental dans toute possibilité de renouveau dans le sens bureaucratique. Tout le monde sait que il y a en Chine, l'année dernière, il y avait à peu près 100 000 incidents, entre guillemets, des affrontements de tous les types, dont des milliers de grèves, mais aussi des affrontements à la campagne, où, par exemple, les bureaucrates locaux du parti prennent un terrain qui fait partie de la cultivation paysanne pour construire un terrain de golf, un hôtel de luxe, des appartements de luxe. Et bien sûr, les paysans révoltent, beaucoup de cas, ils révoltent. Et donc, il y a un mécontentement général dans la société, bien au-delà des luttes ouvrières qu'on connaît, surtout depuis 5 ans, avec Foxconn, avec les grèves aux usines d'automobiles japonaises il y a quelques années. Au total, ça veut dire que c'est clair à tout le monde que le modèle actuel de la société, de la façon dont la société est gérée, ne peut pas continuer. Le problème, c'est comment la transformer. Je crois que un autre élément à comprendre, c'est que le cauchemar du régime, c'est Solidarność et le mouvement en Pologne en 80-81. C'est vraiment la façon dont un régime peut finir avec la dissolution du parti au pouvoir. En même temps, c'est clair que à travers du syndicat national de All China Trade Union Federation, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais c'est le syndicat qui englobe
tous les ouvriers. Jusqu'à maintenant, il n'a été qu'un syndicat tampon. Et donc, pour cela, généralement discrédité pour la classe ouvrière en général. Il y a un courant minoritaire réformiste qui veut changer ça, mais au total, pour arriver à une nouvelle forme de gestion générale de la société, il faut avoir un syndicat avec une légitimité plus grande. Et je crois que c'est ça où s'ouvrent tous les risques d'un changement possible. Alors, ayant dit cela, je veux faire marche arrière et présenter un raccourci historique du développement de la classe ouvrière en Chine pour montrer plus clairement comment les choses en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui. En 1949, la révolution chinoise, pour moi, on peut l'appeler une révolution bourgeoise avec des drapeaux rouges. Il y a tout un débat sur la nature spécifique du régime qui est sorti de cette révolution, et on peut passer des heures à en débattre, mais au fond, je crois que le programme pratique réalisé par le parti, une fois ayant pris le pouvoir, c'était d'abord en finir avec l'ancienne classe dirigeante à la campagne, les propriétaires des terriens. Ils étaient à peu près 5 millions et ils ont été éliminés d'une façon ou d'une autre dans les premières années du régime. Mais une chose très importante à comprendre, c'est que les nationalisations, les collectivisations de l'industrie ne se sont produites qu'en 1956-57. Il y avait une certaine période où on a laissé faire aux capitalistes d'avant. Bien sûr, il y a un certain nombre de capitalistes qui sont partis vivre à Hong Kong, à Taïwan, aux États-Unis, mais une bonne partie est restée. Et pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, c'est très important de voir ça. La conjoncture globale de 1956-57, vous connaissez tous, il y avait le discours de Khrouchtchev au 21e congrès du Parti communiste russe, il y avait la révolution hongroise, il y avait des soulèvements ouvriers importants en Pologne, et il y avait une conscience générale de cette réalité en Chine même, non seulement au sommet, mais aussi dans une agitation à l'usine très importante. C'était la première vague de grève de la part de la classe ouvrière après la révolution. Vous savez tous probablement que la classe ouvrière en elle-même n'a joué aucun rôle dans la révolution de 1949, qui était une révolution paysanne bureaucratique. Mais donc, avec 56-57, il a commencé à y avoir des remous aussi à l'usine. Juste après, vous connaissez tous sans doute la campagne de Sans Fleurs qui s'est passée en même temps, ou juste après, on a décidé d'ouvrir la presse aux critiques de la part des intellectuels, des journalistes, etc. Mais les critiques ont dépassé toutes les attentes du parti et on devait y mettre fin très rapidement. Mais il faut surtout comprendre que derrière ces critiques de la partie des classes moyennes éduquées, pour ainsi dire, il y avait ce mouvement de grève. Et à chaque tournant qu'on connaît de l'histoire chinoise post-49, il y a toujours ça. Il y a toujours la classe ouvrière
qui, tôt ou tard, entre en action et qui souligne la gravité de la situation. Donc, ensuite, entre 58 et 61, il y avait le grand bond en avant. Une tentative ultra volontariste de la part de Mao Tse-tung et du parti, selon la phrase de l'époque, c'était rattraper l'Angleterre en 15 ou 20 ans. Et donc on a fait un énorme effort pour organiser la petite production d'acier dans toutes les communes paysannes, avec des moyens très, très faibles. Les gens ont fini par verser tout ce qu'ils avaient, fourchettes, couteaux, etc., dans cet effort. Et le résultat était une catastrophe. Des famines dans lesquelles sont morts selon des historiens divers, 20 et 40 millions de personnes. C'était une énorme défaite pour Mao Tse-tung. Et en réalité, au congrès du parti en 1959 déjà, il a été dénoncé par un certain nombre de proches camarades pour incompétent. Et il a été effectivement écarté. Vous connaissez probablement le livre de Simon Leys, Les habits neufs du président Mao, où il montre clairement que la lutte pour le pouvoir, qui était la révolution dite culturelle, était vraiment le résultat du fait que Mao était, enfin, on ne pouvait pas s'en débarrasser. Sa valeur symbolique était trop grande, mais on s'en est servi tout simplement comme symbole, mais derrière tout ça, les technocrates soviétiques, pro-soviétiques, je dois dire, étaient en réalité au pouvoir. Et j'aimerais bien ajouter quelques réflexions sur ça. L'influence de l'Union soviétique sur la Chine dans les premières décennies a été vraiment considérable. Déjà à partir des années 20, des jeunes communistes chinois sont allés faire leurs études en Chine. Après ça, il y avait la formation. L'éducation, c'était surtout scientifique et technocratique. Et donc, une bonne partie des cadres du parti qui étaient au pouvoir dans l'époque avant la révolution culturelle, ils avaient ces assises dans l'expérience soviétique. Il y a des différences importantes entre la Chine et l'Union soviétique, surtout dans la question, la façon dont on a géré le problème de l'agriculture. Mais quand même, cette influence est restée très forte, au moins jusqu'à la scission entre la Chine et l'Union soviétique en 60, 61, 62. Bon, le désastre de la révolution du grand bond en avant a jeté les bases de la révolution dite culturelle. En 65, Mao a lancé sa campagne d'abord avec un compte-rendu d'une pièce de théâtre sur un personnage historique. C'était vraiment l'histoire de son propre sort. Et un historien que j'ai trouvé a dit que c'était probablement le compte-rendu littéraire le plus influent de l'histoire, dans le sens qu'il a déclenché 10 ans d'affrontements sociaux, etc. Je dis ça toujours tout simplement en plaisantant, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et mais très rapidement, vers 66, 67, 68, il y avait aussi des ruptures ouvrières, et en particulier, vous connaissez peut-être le courant Sheng Wulian, qui est apparu
à Shanghai, mais surtout dans la province de Wuhan, c'est la province natale de Mao Tse-tung, et dans leur manifeste, le courant Shenghulian a dit clairement, en se servant de beaucoup de langage éthopien, en citant Mao Tse-tung et tout ça, qu'il fallait en finir avec les deux ailes du parti, les technocrates et les maoïstes. Et cette brochure qui s'appelle Où va la Chine est disponible en français, publiée par la Bibliothèque asiatique il y a longtemps, a affolé la bureaucratie et la répression est tombée de façon très forte sur Shenghulian. Je connais un historien chinois qui a écrit un livre très intéressant là-dessus. Il s'appelle Li Ching-wu, et je ne pense pas que son livre ait été traduit en français, mais il a paru en anglais il y a 2 ans, une histoire très précise de l'impact de Shenghulian sur le développement de la révolution culturelle. Et pour écrire cette étude, il avait la chance de tomber sur un énorme carton dans une bibliothèque de Wuhan, couvert de poussière que personne n'avait regardé depuis le procès de Shenghulian, où il y avait tous les détails sur le développement de ce courant. C'est très intéressant. Probablement, le manifeste de Shenghulian, Où va la Chine, est l'écrit critique le plus intéressant à sortir de la Chine pendant l'époque maoïste. Bon. Comme j'ai dit au début, la révolution culturelle est terminée en échec, et la stagnation de la société chinoise était évidente à tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait la possibilité d'un renouveau à un niveau supérieur du capitalisme, enfin, disons, les capitalistes qui étaient là à partir de 1949 jusqu'en 1956. Non, et c'est une chose importante à souligner, que ces capitalistes qui n'ont jamais été entièrement démantelés comme classe étaient là comme un noyau pour fournir les bases d'un renouveau du capitalisme dans la phase réformiste. Après les nationalisations et les collectivisations, ils sont devenus des fonctionnaires de parti, ils sont devenus des cadres en général, mais ils gardaient la culture d'un classe d'hommes d'affaires. Et donc, une fois qu'il y avait la rouverture pour une nouvelle phase d'ouverture du marché, ils étaient là et aussi avec leurs enfants qui faisaient partie de la culture de famille pour élargir très rapidement la production capitaliste en Chine. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail de ça, mais on peut en parler plus tard dans la discussion. Une chose fondamentale à comprendre dans la phase réformiste, c'est que ça a commencé avec une réforme à la campagne. Dans 2 ou 3 provinces très pauvres, Deng Xiaoping a choisi d'ouvrir la production agraire au marché. Et le résultat était une expansion de production de 500% en 3 ou 4 ans. Deng Xiaoping lui-même a dit c'est pas nous qui avons organisé ça, c'était les paysans, et ils ont ensuite essayé de généraliser ce modèle de marché libre au pays entier. Enfin, sans les résultats aussi dramatiques, mais quand même, c'était l'essentiel, c'était la création de la production suffisante pour les classes urbaines, surtout la classe ouvrière.
et donc la possibilité d'augmenter le niveau de vie. La première décennie des réformes avait des succès et des échecs, mais vers la fin des années 80, il y avait une inflation de plus en plus forte et d'autres accrocs sociaux qui a culminé dans la crise de 1989 et l'affrontement de la place Tiananmen. Encore une fois, la compréhension de ce qui s'est passé en 89 à l'étranger est un peu offusquée parce qu'on voit surtout les étudiants en masse à la place Tiananmen, alors qu'en réalité, dans toute la ville de Pékin, il y avait des affrontements entre ouvriers et l'armée qui essayait d'entrer dans la ville pour écraser la révolte. Et même des chars brûlés et des choses comme ça. Et en effet, quand l'armée est entrée dans la place Tiananmen, les soldats sont allés directement aux tentes des ouvriers. Enfin, la plupart, la majorité des étudiants qui avaient occupé la place pendant des semaines pouvaient partir. On ne voulait pas tuer les enfants des cadres du parti, mais s'attaquer aux ouvriers révoltés, c'était bien autre chose. Alors, la phase suivante, la nécessité de lancer une nouvelle phase de réforme après ces affrontements, c'était une énorme poussée de dénationalisation à partir de 1995 jusqu'au l'an 2002. Au congrès du parti de 1997, un dirigeant chinois a annoncé 100 millions de licenciements pour les années à venir. En réalité, on a fini par licencier entre 60 et 70 millions. Et ces licenciements s'étaient produits surtout ici, dans la région nord-est, où l'industrie chinoise avait déjà commencé bien avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis a été augmentée par l'occupation japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était la vieille industrie lourde qui avait été favorisée par les planificateurs staliniens. Et en particulier, par exemple, dans le secteur du pétrole, là, il y avait vraiment des affrontements de la part des ouvriers qui allaient être licenciés. Mais en général, à ce que je sache, le parti a pu trouver des moyens de réemployer, de transformer ou bien tout simplement de payer la paix sociale avec les méthodes que l'on connaît ou on a connues ici aussi en Europe avec des subventions. Donc au total, cet maigrissage de l'industrie, la vieille industrie dans le nord-est a pu se dérouler sans désaccord. Donc, c'est surtout à partir de l'an 2000, l'entrée de la Chine dans le OIT, et avec une interpénétration croissante de l'économie chinoise avec les investissements étrangers, qu'on est arrivé à la situation actuelle. Une chose que j'ai trouvé très impressionnante, c'est que dans les années 70 déjà, entre la Chine et l'Occident, et la Chine et les États-Unis en particulier, la classe capitaliste occidentale, au cours des années 70, était en train de se rendre compte de la profondeur de la crise.
et du fait qu'il fallait à tout prix réduire le niveau de vie de la classe ouvrière. En même temps, la Chine avait projeté un modèle d'exportation massive de produits bon marché à l'étranger. Et donc, quand Nixon a rencontré Mao et ensuite, avec tous les pourparlers à la fin des années 70, en effet, cet intérêt commun est devenu évident. La Chine allait vendre des produits bon marché aux États-Unis et ça allait compenser en partie la chute du niveau de vie des ouvriers en Chine. Vous connaissez Walmart, je suppose qu'il y a pas mal de centres commerciaux de ce genre en France. Non. Walmart? Non, jamais. Ça n'a jamais existé en France. Ah bon, alors, bon. Walmart. Il y en a pas en Allemagne. On n'en a jamais eu en France. Je crois que c'est pas bien connu en fait. Tant mieux, tant mieux. C'est ce que j'allais dire. Enfin, Walmart et Lidl. Non, mais Walmart est partout. Les grands centres commerciaux de Walmart sont partout aux États-Unis en vendant des produits bien moins chers que les produits d'autres secteurs américains. Et donc, les centres commerciaux de Walmart, le week-end surtout, sont pleins d'ouvriers américains qui achètent ces produits importés. Et donc, au total, cette convergence d'intérêts entre le capitalisme occidental et l'époque des réformes en Chine a duré 30 ans, jusqu'à la crise de 2008. Alors, avec la crise de 2008, comme vous savez, la réaction de la Chine était un énorme programme de réflation envisageant surtout de créer des emplois. Et donc, on a vu comme résultat la construction de villes pour 1 million, 2 millions, 3 millions d'habitants où il n'y a presque personne. L'important, c'était la construction. On a construit des autoroutes, des ponts, des aéroports complètement vides. Bien sûr, j'exagère, mais en général, c'était ça le résultat qu'on a vu 5 ou 10 ans plus tard. Et pourtant, cette réflation avait du succès dans la mesure où la Chine a continué à croître à des taux entre 8 et 10%, alors que l'Occident est tombé vraiment à des niveaux beaucoup plus bas. Et je dois dire qu'au cours de 30 ans, entre 1978 et 2008, la croissance de la Chine est vraiment sans précédent dans l'histoire. Enfin, bien sûr, elle n'aurait pas été possible sans 200 ans de croissance capitaliste un peu partout dans le monde. Ça, c'est évident. Mais quand on discute aujourd'hui du ralentissement de la Chine à 7%, 6%, pour la plupart des pays dans le monde, un tel taux de croissance serait pas mal. Alors, j'ai commencé en parlant de ces 100 000 incidents par an qu'on a vus récemment. Et pour moi, c'est le signe le plus important de la crise et du blocage du système. Que le syndicat officiel est discrédité et généralement détesté, de moins en moins capable de contrôler les luttes des ouvrières qui deviennent qui se produisent de façon de plus en plus souvent. Et donc, il faut, enfin, je me mets maintenant à la place des dirigeants du parti. D'un côté, il faut réformer. De l'autre côté, c'est impossible de réformer sans
ouvrir la boîte de Pandore. On sait très bien ce qui s'est passé dans de divers pays. En effet, la Chine étudie non seulement les tigres asiatiques, la Pologne, mais par exemple, il y a plein de conseillers des syndicats allemands qui affluent vers Pékin pour donner des conseils pour la construction des conseils ouvriers en Chine. Enfin, pas les conseils ouvriers comme on les connaît dans la tradition révolutionnaire, mais des conseils qui participent à la gestion d'une entreprise capitaliste comme en Allemagne, enfin, au moins jusqu'à dans les années récentes. Ils sont prêts à essayer tout. Et je crois qu'un modèle possible pour comprendre ça, c'est l'avènement du CIO aux États-Unis dans les années 30. C'est là où le gouvernement américain, en partie, a prêché le syndicalisme, mais bien sûr de façon superficielle, mais pour donner l'impression qu'une poussée syndicaliste était quelque chose de favorisé généralement. Et je crois qu'en Chine, il y a les éléments dans le syndicat d'État qui veulent faire la même chose. Mais en même temps, beaucoup des gens au sommet sont très conscients du danger, du risque qu'on courrait en faisant cela. Et donc, ça c'est le dilemme. Arriver à... je dois mentionner avant de continuer dans cette optique, on parle beaucoup de la nécessité de créer une classe moyenne plus grande avec des capacités de consommation plus grandes. Pour moi, c'est une stratégie vouée à l'échec. La classe moyenne en Chine, peut-être il s'agit de 100 millions de Chinois, mais dans l'ensemble de la population chinoise, c'est pas très grand. Et ça ne pourra pas sortir la Chine de sa crise. Un autre élément très important que je n'ai pas encore mentionné, c'est l'écart entre la campagne et la ville. Depuis la Révolution, il existe en Chine un droit de résidence qui s'appelle le hukou. C'est quelque chose qu'on a en naissant et avec le hukou, on a droit à tous les services sociaux là où on est. Mais si on est dans un petit village perdu ici dans la campagne, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a une population migratoire d'à peu près 270 millions de paysans à la recherche permanente du travail ici dans la zone plus industrialisée. Donc, ça a créé une sorte de deux visages de la classe ouvrière. C'est la classe ouvrière plus établie dans les industries traditionnelles, les ouvriers qui sont encore là, et de l'autre côté, cette énorme invasion de la campagne qui met en question de plus en plus ce permis de résidence, le hukou. Et en effet, selon certains, le gouvernement chinois va abolir le hukou bientôt. Mais reste le problème. Que faire de ces 500 millions de paysans qui restent à la campagne, qui ne peuvent pas être absorbés par l'économie urbaine? C'est très différent des cas comme, des tigres comme la Corée du Sud ou le Taïwan, où bien on a fini par vider le campagne. En Chine, on ne peut pas vider la campagne. Et ça fait partie d'une sorte de crise structurelle. Je dois mentionner aussi le vieillissement de la population, parce qu'à cause de la politique
d'un seul enfant par couple. On commence déjà à avoir un certain manque de force de travail entre l'âge de 25 ans et 60 ans, disons. Et ça ne peut qu'aggraver. Donc, ça, c'est un deuxième aspect structurel de la crise. Un troisième aspect, c'est la destruction de l'environnement. Enfin, un coût pas possible de... on connaît la fameuse pollution de Pékin et des autres grandes villes, mais ce n'est qu'un aspect d'une destruction systématique qui, en effet, même les économistes bourgeois occidentaux disent que pour comprendre vraiment les statistiques chinoises, il faut réduire les taux de croissance de 2 ou 3% par an pour tenir compte de cette destruction de la nature. Donc, vieillissement de la population, blocage de la population rurale à la campagne et donc, destruction de la nature. Comment? Destruction de la nature. Destruction de la nature, toute une série de problèmes impossibles à dépasser. Et voilà, c'est pour ça, donc, au total, et je n'ai même pas parlé des relations de la Chine avec d'autres pays, surtout avec les États-Unis, enfin avec les affrontements de plus en plus aigus ici dans le mer de South China Sea. Et ça, c'est un autre aspect dont on peut discuter. Mais, donc, je présente au total ces blocages structurels, plus la nécessité de réinventer une forme de contenir la classe ouvrière sans que le régime disparaisse dans le tourment. Et avec ça, je termine. J'aimerais bien entendre vos commentaires, critiques, questions, etc. Tout le monde est d'accord? Le panorama est bien. De toute manière, c'est tout à fait ce qu'on a dans l'idée. Il manque peut-être la question des nationalités. Le Tibet et Xinjiang. Et le Xinjiang, voilà. Difficile à prononcer pour moi, donc je ne prononçais pas. Et donc, on ne sait pas quelles vont être les conséquences. Je pense que, à mon avis, c'est un des blocages aussi importants que les trois autres, parce que je pense que le devenir, c'est l'éclatement de la Chine aussi, comme on a vu avec la Russie, hein. Donc les nationalités aussi. Bon. Il n'y a pas de bourgeoisie tellement en Chine, globalement, tu l'as montré, de classe moyenne, etc. Donc c'est clair que c'est un État qui est voué à l'échec à long terme, hein, comme tous les États qui sont pas créés dans la période d'ascendance du capitalisme. Bon, ça c'est un premier point. Maintenant, la question de la classe ouvrière, bon, elle a été à peine abordée d'une certaine manière. J'avais assisté à une réunion d'information aussi, un peu comme celle-là, l'année dernière, et ce qui nous avait été montré, c'est que la classe ouvrière n'a aucune conscience de ce que, pour eux, le communisme, évidemment, c'est l'horreur. Donc il n'y a pas même de réminiscence à ce qu'il y avait pu avoir au moment de la révolution, la véritable révolution chinoise, hein, c'est-à-dire en 1926. Voilà, pour eux, tout ça, c'est complètement oublié. Ça n'existe pas. D'autre part,
ce qui nous avait été expliqué, ça j'aimerais bien que tu reviennes sur ça, c'est que la classe ouvrière chinoise est quand même relativement jeune. Parce que, et jusqu'à une certaine époque, il y avait, comme c'était beaucoup de paysans, l'idée, on va travailler, on deviendra riche et on reviendra à la campagne et on pourra avoir une autre vie. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont même plus cette perspective. Parce que c'est vrai ce que tu as dit, il paraît qu'il y a des zones entières qui sont complètement désertifiées. Et, on ne peut même plus faire pousser quoi que ce soit parce que la terre est tellement appauvrie que les cultures, on ne peut plus même faire, on peut plus rien faire pousser. Donc, et alors cette classe ouvrière aujourd'hui jeune, elle est un peu désespérée. On voit des explosions, mais évidemment ça ne reste qu'explosion. Alors tu as une ville qui peut être complètement en insurrection, puis c'est fini. Tu as une usine, une grève, et puis c'est terminé. Et souvent, ce qu'il nous disait, celui qui nous avait expliqué un peu comment était la classe ouvrière, c'est que c'était presque désespéré, c'est-à-dire qu'il y avait des fois des grèves se terminaient par les gens se suicidaient dans les usines, parce qu'il n'y a pas de perspective. Et donc, au niveau de la classe ouvrière chinoise aujourd'hui, elle est au niveau zéro de conscience, d'organisation, etc. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'on creuse plus, disons, l'état de la classe ouvrière chinoise au niveau de la réalité de ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle peut faire. Bon, évidemment, on peut penser que des fois, ça va très vite, une prise de conscience. Hein, bon, j'ai vécu 68, je sais que par exemple, très rapidement, les gens voulaient discuter. Des gens qui connaissaient rien de rien de rien, au bout d'un moment, pouvait y avoir un amphithéâtre plein de gens qui parlaient des conseils ouvriers. Alors que c'est des gens qui, avant, n'avaient jamais même entendu, ne savaient même pas ce que c'était qu'un ouvrier, quoi. Voilà. Donc, il y a des moments dans l'histoire où il y a une accélération d'une prise de conscience, ça c'est clair. Mais bon, en Chine, il semblerait que ce soit très difficile. Voilà. Il y a quand même eu beaucoup de grèves. Ou réprimés très fortement. Donc les ouvriers doivent savoir ce qu'il y a. On voit Foxconn un peu. Parce que les mecs qui sont... Pardon, attendez, je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Quand on voit Foxconn qui était sous-traitant d'Apple, c'est vrai qu'il y a eu... Oh, excusez-moi, là. Non, pas du tout. J'ai juste dit que... En tout cas, il y a eu des grèves importantes, massives. Des milliers. Oui, donc, bon, il se passe des choses qui ne se terminent pas forcément par des suicides, mais un mouvement qui se développe. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu reparles de cette histoire des syndicats et du fait qu'on s'est même devant ce désaveu total du syndicalisme d'État, comme au Vietnam, où maintenant il y a des tas de mouvements, etc. Et cette nécessité, enfin cette idée qu'il y a eu que finalement peut-être la CIO à l'américaine pouvait être introduite là, et comment c'est reçu. Alors évidemment, bon, c'est un peu, comment on appelle ça, une boîte de Pandore aussi, quoi. C'est-à-dire que quel niveau de contrôle il pourrait... Enfin, c'est ça qui m'intéresserait, comment ça se passe, la discussion autour de ça, si vous êtes d'accord. Pour rebondir sur ton intervention, si tu peux nous parler des formes clandestines ou semi-clandestines d'organisations syndicales qui concurrencent ou qui sont amenées à être intégrées dans la relation salariale en Chine aussi, parce qu'on en a entendu parler ces dernières années, comme forme d'expression, en fait, de la contestation. Ok. Oui. Comme tu as commencé en disant que la grande crainte des dirigeants chinois, c'était le modèle de la Pologne avec Solidarność. Enfin, c'est une autre façon de formuler les mêmes questions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça te paraît possible dans l'état de la classe ouvrière? J'ai été d'ailleurs assez étonné d'entendre de la part d'un
camarade allemand, vous connaissez peut-être Ralph, Le grand grand mince Ralph, il a passé pas mal de temps en Chine, et il m'a dit il y a quelques années que pour beaucoup des militants qu'il connaissait dans la clandestinité, Solidarność en Pologne était leur modèle. Solidarność de 80-81, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui voulait refaire Solidarność de 89 et ensuite. Je ne vois pas pourquoi on ne met pas ensemble cette évolution. Mais pour répondre à plusieurs questions qui ont été posées, d'abord, avec la grande majorité des luttes, pas toutes, mais la grande majorité, elles ont été des luttes locales. Et le parti est très habile en jouant sur cela, en disant, en arrivant sur la scène, en disant, voilà, les mecs, les problèmes, ce sont des bureaucrates locaux corrompus. Alors que nous avons nos perspectives nationales. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier le niveau de nationalisme qui est présent en général dans la société chinoise. Donc, jusqu'à maintenant, à 99%, les luttes ont été contrôlées dans un cadre local qui empêche bien sûr une prise de conscience de classe plus aiguë. Mais en même temps, il y a des générations à l'intérieur de la classe ouvrière, comme il y a des générations partout. Et j'ai lu un certain nombre d'articles qui parlaient d'une nouvelle confiance dans la génération qui est déjà dans la ville, née dans la ville, ou qui connaît surtout la vie urbaine et le travail à l'usine. Il y a une énorme tentative de fuir le travail dans l'usine, mais il y a cette couche combative qui s'est exprimée, par exemple, dans les luttes de Foxconn, et je crois bien aussi dans les luttes aux entreprises automobiles japonaises. C'est-à-dire, ce ne sont plus des ploucs qui arrivent de la campagne pour la première fois et qui découvrent tout cet autre aspect de la vie qu'est la vie industrielle urbaine. En parlant de la clandestinité, c'est compliqué et je n'en connais pas tous les détails bien sûr, mais à Hong Kong et à Shenzhen, j'ai oublié de mettre Shenzhen sur la carte. Shenzhen est une ville qui, il y a 40 ans, avait 40 000 habitants et aujourd'hui a 10 millions d'habitants. C'est un essor pas possible de gratte-ciel pour le logement. Et c'était la première zone libre créée par le parti pour attirer des investissements internationaux et avec beaucoup de succès à un certain niveau. Entre Hong Kong et Shenzhen, il y a des militants, pas tous de notre bord, mais il y a une gamme de ONG d'un côté, il y a le China Labour Bulletin, si vous connaissez, c'est une publication en ligne sur les luttes ouvrières en Chine, mais subventionnée par le Parti travailliste anglais, par le Parti social-démocrate allemand, etc., etc. Donc, qui offre une certaine perspective, exactement, c'est le programme, c'est exactement le programme dont j'ai parlé tout à l'heure, de renouveler les formes syndicales de domination sans laisser échapper un vrai mouvement ouvrier indépendant. Mais il y a quand même d'autres courants qui sont actifs là et
c'est très minoritaire. Enfin, Ralph lui-même, c'est quelqu'un auquel je fais beaucoup de confiance. Il ne veut jamais exagérer la portée de cette influence disons, de Hong Kong et des ONG, etc., etc. Mais ça existe. Et ça me semble clair qu'avec le temps, il y aura la possibilité d'une croissance ultérieure d'une conscience de classe. Après tout, si on pense à l'histoire du mouvement ouvrier en Occident, ça a commencé où? Enfin, c'est une longue histoire, mais la classe ouvrière n'est pas née communiste non plus, ni en France, ni en Angleterre, ni aux États-Unis. Et je crois qu'avec ces expériences de lutte, il deviendra clair que c'est nécessaire de dépasser le cadre local et former des organisations à un niveau pour le moins national. Je pense aussi, pour parler des influences internationales nocives, en l'an 2003, à Washington, le département de l'État a organisé une conférence qui avait pour titre plus ou moins « Où va la Chine ?», avec beaucoup de gens réfugiés de la défaite du mouvement de 89, qui s'était installé ensuite aux États-Unis. Hong Dong-Feng en particulier, c'était un dirigeant ouvrier qui a, après l'écrasement de la révolte de 89, a pu s'évader à Hong Kong et ensuite aux États-Unis. Et il était un peu le star de cette conférence où c'était évident que, et on trouve très souvent la correspondance entre une perspective de l'Occident qui veut, pour ainsi dire, chevaucher le tigre d'un mouvement ouvrier indépendant à la Solidarność, et de l'autre côté de la barricade, parmi les bureaucrates en Chine, une crainte profonde de la même chose. Pour parler encore un peu des correspondances intéressantes entre perspectives, j'ai trouvé parmi les écrits bourgeois les plus intéressants que j'ai trouvé, il y avait un livre qui s'appelle Red Capitalism, Capitalisme rouge, écrit par deux banquiers américains qui ont passé chacun 30 ans en Chine, et ils montrent que, effectivement, derrière la façade d'un système bancaire qui peut paraître normal, derrière la façade d'une bourse, d'un système financier, etc., système immobilier, il y a toujours la main forte du parti. Et c'est-à-dire que malgré les apparences, ça reste une économie profondément dirigée avec une dimension politique toujours présente derrière ce qui peut paraître aux Occidentaux comme un vrai capitalisme. De l'autre côté, parmi un certain nombre d'écrits trotskistes, j'ai trouvé une défense de l'État ouvrier dégénéré, déformé en Chine, qui parlait exactement de la même chose. Enfin, ils ont dit, on ne peut pas parler du capitalisme en Chine parce qu'il y a toujours le contrôle sur la monnaie. Il y a le contrôle sur ces investissements étrangers. Il y a le contrôle de toutes les pressions directes qui viennent de l'extérieur. Et donc, c'est intéressant que ces banquiers d'un côté et les trotskistes de l'autre côté étaient conscients d'un certain enjeu en commun, des uns pour l'affirmer, des autres pour le déplorer, qu'il fallait en effet balayer ces éléments dans le système capitaliste mondial. Les Chinois aimeraient beaucoup avoir
des financiers, des marchés financiers internationaux. Mais pour le moment, à Shanghai, le centre bancaire, ces marchés ne sont pas à la hauteur. La Chine aimerait participer à la monnaie internationale du FMI et tout récemment a été accepté pour participer aux droits de tirage spéciaux. C'est-à-dire il y a constamment ce tâtonnement vers une intégration fondamentale dans les structures globales du capitalisme, mais ils ne sont pas encore achevés. Et je crois que le programme d'un mouvement qui pourrait rénover les structures de contrôle aurait aussi comme but de en finir avec ce processus d'intégration. Et c'est pour ça que les oppositions, y compris dans les provinces, tu as parlé de Xinjiang et de Tibet, tout cet ensemble d'agitation vise quelque chose qui pourrait répéter, dans un certain sens, l'expérience du CIO, moderniser les structures de domination et arriver à un nouveau stade d'intégration dans le capital global. Une dernière chose que je voulais souligner, c'est que, comme j'ai dit tout au début, le blocage de la société chinoise fait partie du blocage du capitalisme mondial. Et on ne peut pas envisager une réforme quelconque valable qui ne participe pas à une restructuration aussi du capital global. Si on entre dans cette question, on sera là jusqu'à 2 heures du matin, mais c'est que le blocage et les nécessités de réforme de la part de l'État, il se heurte aussi contre les contradictions et les blocages internationaux. Je voulais revenir sur ça, oui, parce que quand même, malgré tout, il y a aussi... tu as mis en avant le fait qu'il y avait l'aide de certains sociodémocrates allemands, ou bien des conseillers de la bourgeoisie au niveau international. Mais je crois qu'on ne peut pas le voir que comme ça. Parce que, évidemment, il y a des antagonismes impérialistes et interimpérialistes. Il est clair que la Chine joue un pion sur l'impérialisme international. Et que là-dedans, le jeu que joue l'Allemagne ou les États-Unis ne sont pas uniquement que pour soutenir les bureaucrates. Le grand intérêt, c'est de pouvoir jouer un rôle plus important sur la Chine. Excuse-moi, mais je n'ai jamais dit qu'ils étaient... Non, mais je n'ai pas dit que tu avais... C'est une réflexion que je fais, c'est tout. Et puis, je réfléchis en parlant, donc... Ils veulent se débarrasser des bureaucrates. Oui, ils veulent se débarrasser des bureaucrates, mais en y mettant les leurs. Donc, si tu veux, et ils ont très peur quand même aussi, là, je parle des États-Unis là, que la monnaie chinoise déstabilise quand même le dollar. Donc là, il faut aussi, si tu veux, c'est très bien d'avoir l'idée de dire il faut que la bourse de Shanghai devienne une véritable bourse. Mais si elle devient une véritable bourse, il y a un danger aussi pour l'Occident et les États-Unis. Au moment de la crise de 2008, je me souviens qu'on avait parlé du fait que la Chine détient beaucoup de dollars. Et donc, je ne sais plus maintenant, je ne sais pas, on n'en a plus tellement reparlé, je ne sais pas si elle détient... 3 milliards. Voilà. Si elle joue à la bourse de New York sur les dollars qu'elle a,
Elle peut déstabiliser complètement le capitalisme américain. Et donc, c'est clair que je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et que dans ce jeu, il faut mettre l'autre, comme tu dis, justement, il y a le blocage du système capitaliste mondial aujourd'hui, qui est en crise. Donc voilà. Mais ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Parce que les tensions qui ont, comme tu l'as dit, dans la mer du Sud, dans la Chine, comment ils appellent ça, South China. Voilà, oui, mais en français, je cherchais. La mer de Chine du Sud, voilà, mer de Chine du Sud. C'est clair que on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller, le Japon est aussi impliqué dans ce cadre-là. Donc, changer un pion en Chine et utiliser telle ou telle partie de la clique dirigeante, c'est un problème. Bon, donc voilà, donc tout ça c'est pas neutre, hein. Il y a toutes ces données qui rentrent en ligne de compte et qui amplifient la crise, quoi. L'État chinois est en train de chevaucher le tigre et les capitalistes occidentaux sont conscients aussi qu'en encourageant des mouvements, par exemple, de renouveau du syndicat officiel, eux aussi, ils vont chevaucher le tigre. Tout le monde, tous les États, comme a dit Marx, sont d'accord pour reconnaître un mouvement ouvrier indépendant comme l'ennemi à abattre. Oui. Oui, dans le contexte, donc on parlait un peu de la colonisation qui dure depuis une soixantaine d'années au Tibet, où maintenant il y a plus de Chinois que de Tibétains au Tibet. Turkestan oriental, donc ce qu'ils appellent le Xinjiang, c'est à peu près la même chose, il doit y avoir plus de Chinois que de Ouïghours. La Mongolie du Sud, qui s'appelle Mongolie intérieure, il y a 10 fois plus de Chinois que de Mongols. Enfin bon, dans le contexte d'un régime qui est toujours liberticide, qui est toujours une grande dictature, qui n'a pas évolué depuis Tiananmen, à part qu'il est plus capitaliste qu'avant, mais il a gardé les mêmes défauts avant, il a plus de défauts qu'avant, mais c'est toujours une dictature communiste. Donc pas de liberté syndicale. Est-ce qu'il y a une possibilité au niveau des syndicats internationaux, au niveau des mouvements ouvriers internationaux, est-ce qu'il y a des possibilités, des synergies qui se créent, qui peuvent ou qui pourraient se faire, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les ouvriers chinois ou la population chinoise en général pour pouvoir se débarrasser un jour de ce régime et se démocratiser ou arriver à quelque chose de qui soit meilleur, sans pour autant que ça entraîne évidemment un bain de sang ou une bataille intérieure ou une désagrégation. Mais en tout cas que les libertés puissent être retrouvées à la fois pour les Chinois et à la fois pour les populations occupées du Tibet, du Turkestan oriental, etc. J'avoue que je n'ai pas parlé des questions des nationalités parce que franchement je n'en sais pas grand-chose, à part le fait qu'ils sont opprimés. Mais quant à la possibilité d'un contact international du mouvement chinois, ouvrier chinois avec le mouvement international, par exemple dans la grève des dockers à Hong Kong il y a 2 ans, il y avait une certaine solidarité indépendante des États-Unis et quelques autres pays. Bien sûr, il y a toujours le problème quand on parle de solidarité internationale que, s'il s'agit d'une délégation de bureaucrates syndicaux, du AFL-CIO américain, des choses comme ça, à quoi ça revient finalement en tant que solidarité? Le bureaucrate le plus dangereux des syndicats américains, un type qui s'appelle Andy Stern, qui n'est plus au pouvoir dans le SEIU, Service Employees International Union.
il est allé solidariser avec les ouvriers de Walmart en Chine. Enfin, je crois qu'il n'y a qu'une entreprise Walmart en Chine. Et ils se sont targués du fait que Walmart, qui n'a jamais accepté un syndicat aux États-Unis, a accepté un syndicat en Chine. Mais en lisant le contrat, qu'est-ce que les ouvriers ont signé? Et c'était, nous sommes là pour aider Walmart à devenir une grande entreprise, enfin une sorte de collaboration de classe proclamée. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des solidarités et des solidarités. Et à ma connaissance, à part de petits mouvements minoritaires, surtout ceux qui arrivent, qui sont concentrés à Hong Kong, j'ai jamais entendu d'une solidarité réelle de la part d'un mouvement de masse ouvrière en dehors de la Chine avec ce qui se passe là. Je peux me tromper. Et alors, quel est le blocage? Pourquoi ça ne se fait pas? Est-ce que les syndicats internationaux ne veulent pas s'intéresser aux problèmes chinois? Si, ou ils ne peuvent pas? Non, ils s'y intéressent, mais ils s'y intéressent à leur façon. Ouais, sans vouloir s'en mêler. Ils n'auront pas... je n'ai pas l'impression qu'ils vont soutenir un vrai mouvement de base qui est plus radical que les mouvements qui existent en Occident et que ces mêmes bureaucrates font tout pour supprimer. Oui. Oui, dans le rapport avec la classe ouvrière, il a été question des contrôles démocratiques, la liberté d'organisation. Mais il me semble qu'il y a quelque chose, ou alors je ne l'ai pas entendu, mais il me semble quelque chose que tu n'as pas mentionné, qui est quand même aussi le fait que la pression à la hausse des salaires, ça pose quand même un gros problème à la Chine dans son rôle, dans ce qui est son rôle à l'échelle du capitalisme international, parce que s'il y a une montée effective des salaires, enfin, elle ne peut pas lâcher grand-chose quand même, parce qu'elle occupe le créneau de la production à bas prix, donc fondée sur les bas salaires. Et donc, c'est sa position internationale aussi dans le capitalisme qui est en jeu. Puis il y a l'autre aspect aussi dont tu n'as pas beaucoup parlé, mais il me semble quand même que c'est une grave question. C'est que la modernisation de la Chine, la modernisation de l'agriculture est quasiment impossible en Chine. Parce que je comprends, parce que le fait qu'il y a une misère à la campagne qui est encore extrêmement... Enfin, je veux dire, c'est la misère généralisée dans les campagnes. C'est des toutes petites exploitations. Hein, et moderniser l'agriculture chinoise, c'est pratiquement impossible, parce que ça veut dire que si tu mets ces 500 millions de paysans, si tu les vides, si tu les chasses de leurs terres, qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi? Je veux dire, mais où? C'est impossible. Et ça aussi, ça fait partie du blocage. Hein. Oui. Au Cambodge, en Bangladesh, en Inde, etc. C'est-à-dire la fameuse China Price, le prix chinois d'il y a 10 ans, 15 ans, est en train de disparaître. Il y a aussi la pression, enfin le fait que, en réalité, si je comprends bien, les jeunes ont quitté la campagne, même si c'est pour faire partie de cette armée migratoire qui cherche du travail dans les villes de la côte. Et donc, c'est une source de force de travail bon marché qui s'épuise. Et ça, en elle-même, met une certaine pression sur l'augmentation des salaires. Donc, d'un côté par les luttes, par les grèves, de l'autre côté par des pressions démographiques, le salaire moyen par heure dans la production, disons, sur la côte, ce qui est vraiment toujours le centre dynamique, c'est bien élevé. Enfin, pas bien élevé, mais est bien supérieur
il y a 20 ans. Donc, je crois que ce sont deux aspects d'une même pression qui créent des problèmes pour les possibilités d'une réforme structurelle. Quant la deuxième partie de ta question, de la campagne, la misère à la campagne. Enfin, et bien sûr, c'est très lié à la situation dans les villes. En réalité, une partie, enfin j'ai mentionné au départ, les réformes du marché agraire à partir de 1978, avec un succès assez impressionnant. Le gouvernement chinois, en effet, a contribué à un certain développement d'infrastructures dans les campagnes. Et non seulement cela, mais il y a les fameux TVA, c'est Town Village Administration, ce sont presque des modèles d'une petite entreprise capitaliste réussie, qui, une fois qu'on leur a fourni un minimum de capital, il y a vraiment des initiatives. Et donc, la situation à la campagne n'est pas aussi désespérée qu'on peut le penser. Il y a, par exemple, une région ici, je ne me souviens pas du nom, où c'est un peu caché par des montagnes. Il a une histoire particulière où déjà à partir de la fin des années 70, il y avait un essor de petites entreprises dans les villes et à la campagne, parmi les plus impressionnantes dans toute la Chine. Donc, je crois qu'au total, pour répondre à ta question, je crois que la situation dans la campagne est mixte. Il y a d'un côté une misère générale, et de l'autre côté, il y a des îlots de croissance et d'investissement qui ne sont pas négligeables. J'avoue que je ne suis pas expert sur cette question. Mais tu penses que le fait que le flot de paysans qui vont alimenter les villes, le fait qu'ils s'épuisent, comme tu dis, c'est dû à quoi? Parce que c'est dû à quoi? C'est des questions, tu dis, il y a une question de génération, enfin une question démographique, mais ces paysans, ils sont encore là, je veux dire. Oui. Pourquoi ce n'est pas tellement différent, dans un certain sens, de la dépopulation des campagnes en Europe à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des régions importantes à la campagne où il reste surtout des gens âgés et des enfants. Et parce que les jeunes à partir de 18 ans partent en ville. Mais il y a quand même un renvoi d'argent vers les familles à la campagne. Chaque année, pour le nouvel an chinois, il y a une énorme migration de gens des villes pour aller voir, visiter les villages d'origine. Donc, il y a une certaine interpénétration du développement du capitalisme urbain et rural. Mais comme je dis, je ne suis pas... Il y a un rapport aussi avec l'administration dans les campagnes en Chine qui est un petit peu bizarre, dans un milieu où en fait, dans la campagne, les gens sont tellement pauvres qu'ils ne déclarent pas quand ils font des gamins. Et ces gamins n'existent pas auprès de l'administration chinoise. Donc en fait, il y a toute une partie de la population qui habite dans la campagne, qui n'a pas d'existence administrative. Donc évidemment, les jeunes, quand ils peuvent, ils vont à la ville, parce que évidemment, leur but c'est d'avoir un iPhone et d'avoir le même bill. Mais en fait, du coup, ce qui reste, c'est les vieux et des gens en fait qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Donc cette campagne, elle permet juste de subvenir à leurs besoins à eux.
mais ils n'ont pas tellement de rapport, c'est un témoignage qu'on m'a livré assez récemment, ils n'ont pas tellement de rapport avec le reste de la société. Toute la campagne en fait est mise à l'écart du reste de l'activité de la Chine parce que ils n'existent pas en fait, ils n'ont pas d'existence administrative ou même économique ou quoi que ce soit. Ils sont un peu en autosuffisance, mais ces gens-là, ils n'ont pas le hukou. Voilà, je crois que c'est ça. C'est une sorte de hukou. Voilà, justement, ils l'ont pas. Ils l'ont pas et en fait, d'a priori, ils n'en font même pas la demande. Quoi. C'est mort. Quoi. Ils sont pas déclarés par les parents. Ils n'ont pas fait l'école, ils n'ont pas de droit administratif, ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un travail. Ils n'ont pas le droit de droit à rien. Ils ne sont pas inscrits à l'état civil. Philippe ? Oui, deux questions. L'une qui porte sur la possibilité d'une crise révolutionnaire et l'autre sur le renforcement ou pas de l'impérialisme chinois. Bon, premier point, vous connaissez la citation de Lénine, pour qu'il y ait une crise révolutionnaire, il faut que ceux d'en bas ne veulent plus et ceux d'en haut ne peuvent plus. Or, ce qu'on constate en Chine, c'est un renforcement de l'État, un contrôle de l'État qui ne s'est pas affaibli malgré la privation du capital, la présence du capital occidental, etc. Bien au contraire, l'État chinois contrôle absolument son industrie, contrôle tout son appareil d'État et éventuellement contrôle les grèves quand elles éclatent. Et quand dans les campagnes où c'est plus fluide et où c'est beaucoup plus difficile de contrôler, il emploie littéralement ce qu'on peut appeler des bandes fascistes qui viennent exproprier les paysans qui refusent justement de céder leurs terres au grand capital agraire. Ceux d'en bas ne veulent plus. Pour le moment, il y a encore des illusions chez les ouvriers qu'on peut s'acheter un iPhone, comme il était dit très justement, qu'on peut par mois avoir un salaire qui permet de vivre, de manger à sa faim et de posséder un minimum de confort, du moins dans les villes. Parce que en dehors des grandes villes qui sont sur la côte, c'est l'horreur absolument au niveau social dans le reste de la Chine. Ça, il faut le souligner. Il y a vraiment deux Chines. L'autre point, c'est la question de l'impérialisme. Alors l'impérialisme, on peut le définir de deux choses. Sur le plan de l'exportation des capitaux, c'était la thèse de Lénine, et sur le plan militaire. Sur le plan de l'exportation des capitaux, c'est une donnée depuis 20 ou 30 ans dans la Chine, d'exporter non seulement des capitaux comme en Afrique par exemple, au point qu'on parle de la Sinafrique, mais aussi c'est sa main-d'œuvre qui est présente partout en Chine, qui construit de tout, des usines, y compris les mosquées d'ailleurs. Les seuls ouvriers qu'on trouve à Alger qui sont capables de construire des mosquées très très vite, et ça fait partie de l'idéologie du régime, ce sont des ouvriers chinois, ça il ne faut pas l'oublier. Mais l'autre retour de cette politique d'exportation de la main-d'œuvre, c'est que dans certains pays, justement comme l'Algérie, c'est devenu l'insécurité, même pour les ouvriers chinois. Ce qui fait que la Chine a pris des décisions de ne plus exporter de main-d'œuvre vers l'Algérie. Et au niveau de la Chine, l'exportation des capitaux, c'est aussi assez limité. C'est pas avec l'exportation de capitaux vers la Chine que l'impérialisme chinois va pouvoir se développer. Alors, la solution militaire, ça il faut en parler. La Chine maintenant est en train de construire des porte-avions. On en est, je crois, au niveau de 3-4 qui seront programmés, et il y en aura beaucoup plus par la suite. Alors qu'on parle d'une possibilité d'entente entre les États-Unis et la Chine, ça semble difficile, ne serait-ce parce qu'il y aurait solidarité entre les capitaux. Mais il est hors de question qu'il y ait une solidarité entre capitalistes. Il n'a jamais été dit dans l'histoire du capitalisme que les capitaux sont solidaires les uns avec les autres. Ils vivent dans un code national. Donc ils sont forcément ennemis à un moment donné. La question qui se pose en Asie, c'est qui demain va l'emporter? Est-ce que ce sera les États-Unis qui vont tout contrôler ou est-ce que ce sera la Chine? Donc la grande question, c'est l'affrontement entre les États-Unis et la Chine qui pointe à l'horizon. C'est très important. Je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas non plus parlé des investissements chinois à l'étranger. Je ne voulais pas
trop compliquer les choses, mais c'est très important pour comprendre la situation globale. On sait, par exemple, dans le South China Sea, comment dit-on? La mer de Chine. La mer de Chine, c'est ça. La mer de Chine. Non, la mer de Chine, on sait simplement. Ok. Il y a 9 pays qui sont concernés par la construction des îles artificielles par la Chine, y compris le Vietnam, qui a rendu à la marine américaine les bases que les Américains ont construites dans la guerre des années 60. Je crois que cet affrontement militaire deviendra de plus en plus important, mais je crois en même temps, il ne s'agit pas du tout de solidarité entre capitaux, mais il s'agit du fait que je ne pense pas que ni la Chine ni les États-Unis peuvent vraiment se payer une guerre ouverte entre les deux. Je m'imagine plutôt des tensions, des affrontements, des guerres par alliés superposés, mais un point de tension important qui serve la classe dirigeante en Chine en donnant de l'eau aux moulins nationalistes et aux États-Unis en alimentant une certaine sinophobie qui est très facile à créer à cause de ces affrontements. Quant à... Donc, mais je ne veux pas nier l'importance d'une tension croissante qui ne peut que se développer sur le plan militaire. Mais je ne vois pas, au moins à moyen terme, une vraie guerre ouverte entre les deux pays. Quant à l'impérialisme, c'est clair que la Chine a exporté, il y a d'un côté le dynamisme de l'économie chinoise depuis les années 80 a créé des booms dans les pays producteurs de produits naturels en Amérique latine et en Afrique. Et on voit maintenant, avec le ralentissement de la production en Chine, la crise financière en Chine, il y a aussi la crise dans ces pays exportateurs. Les investissements en Afrique, par exemple, je crois que c'était au Mali, où la Chine a acheté... Et Niger avec l'uranium. Comment? Niger avec l'uranium. Moi, j'avais pensé plutôt à une installation agraire. Au point qu'on a dit que l'intervention de la France au Mali était surtout pour chasser, bon, on a camouflé la réalité, c'était pour chasser la Chine de cette partie de l'Afrique. Ah bon? On se souvient qu'au moment où il y a eu l'intervention de la France en Libye, la Chine a rapatrié tous les Chinois qui étaient en Libye, qui étaient surtout pour essayer de pomper le pétrole de la Libye, etc. Et il y a eu la fameuse, pour la première fois, le porte-avions chinois qui est rentré en Méditerranée. On avait, à ce moment-là, on a parlé, oh là c'est affreux, les Chinois ont envoyé un porte-avions en Méditerranée, etc. Mais la réalité de l'intervention française, certainement poussée par les États-Unis, et puis enfin le précaré de la France en Afrique, c'était chasser l'importance de la Chine qui devenait très importante. Bon, tu as cité le Niger, le Mali, et aussi à Abidjan, et au Ghana, et puis en Libye. Cet incident avec le porte-avions, c'était quand? Juste à peu près au moment où il y a eu l'intervention française en Libye. Maintenant, je me souviens plus, c'est il y a 2 ans. Ouais. Non, mais plus, puisque c'était au moment de l'autre gouvernement, le gouvernement Sarkozy. Donc ça doit faire 4 ans maintenant.
J'ai lu il y a quelques mois que on avait projeté aussi pas une intervention, mais que la flotte russe et la flotte chinoise allaient faire des manœuvres ensemble en Méditerranée. Alors, j'aimerais bien voir ça. Il y a les accords de Shanghai, hein, où il y a des entraînements militaires conjoints entre les Russes et les Chinois, hein, chaque année. Donc c'est pas nouveau. Oui, mais en Méditerranée, c'est nouveau. C'est pas très... Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, pardon, oui. Non, excuse-moi, tu attends depuis très longtemps. Non, je pas. Moi, je m'interrogeais juste sur ce que tu appelles des blocages. Moi, quelque part, c'est aussi pour moi des blocages parce que la libéralisation, en fait, je me dis qu'avec la démographie de la Chine, c'est pas comme si tu avais une question de multiplication d'échelle par le nombre de personnes. C'est pas dire, il se passe pas la même chose qui s'est passé dans les sociétés occidentales. Pas avec la même vitesse, parce que c'est pas... je veux dire, la très forte démographie, à mon avis, fait une démultiplication de la vitesse, par exemple, de la libéralisation, des phases d'industrialisation puis de libéralisation. Et j'ai vraiment l'impression que ça va aussi entraîner très rapidement une implosion au niveau... Enfin, je reprends mon raisonnement. En fait, la mutation de l'ouvrier en consommateur progressivement en Chine, ça amène aussi une obligation pour ce consommateur, enfin de satisfaire ce consommateur au niveau du gouvernement, du fonctionnement, puisque ça devient un système capitaliste à un moment donné qui est obligé de aussi satisfaire des consommateurs, et des consommateurs qui sont de plus en plus mobiles aussi en Chine avec l'explosion du tourisme intérieur chinois par exemple. Et donc ce déplacement, il amène aussi à une chose qu'on a vue notamment ici avec les accords Schengen, avec la disparition progressive des contrôles frontaliers. On est obligé d'amoindrir les frontières pour laisser naviguer les flux et l'économie en interne. Et je pense que ça va progressivement créer la possibilité pour la Chine de contrôle jusqu'à maintenant, elle est exercée par ce fort fédéralisme, cette capacité à isoler une province quand elle est en révolte, parce qu'il y a une espèce de truc pyramidal, local, où, comme tu disais, on peut invoquer la faiblesse d'une administration locale et dire c'est eux qui sont responsables, on isole, on nettoie et on rouvre. Et ça va être moins possible par la navigation très importante, j'ai l'impression, des Chinois qui va aller en s'accroissant en interne en Chine. Et donc pour moi, ça va entraîner progressivement aussi quelque chose qui va rendre moins possible aussi cette possibilité de réprimer en interne en Chine seulement des régions et des endroits, et qui va augmenter l'interaction aussi entre les Chinois, entre les différentes provinces. J'ai l'impression que c'est un processus qui va aller en s'accélérant. Et tu vois, la Chine va être prise au piège de sa libéralisation rapide, j'ai l'impression. Et comment est-ce que tu intègres le vieillissement de la population dans cette perspective? Le vieillissement de la population, comment je l'intègre dans cette perspective? Non, c'est devenu vraiment... enfin, il y a une semaine ou deux, le gouvernement chinois a aboli la politique d'un seul enfant. Parce qu'à long terme, ça a créé une distorsion de la population. Excuse-moi, comme il y avait un autre aspect qui me semble important, l'augmentation de la démographie augmente aussi l'urbanisation et donc la métropolisation avec l'extension des villes, ce qui du coup amène à des choses qu'on voit aussi chez nous, qu'on peut voir à différents endroits. C'est quand la ville s'étend sur la campagne, la question de la paysannerie, elle est peu à peu mangée par la question de l'extension de la ville, et avec une population qui est beaucoup plus consumériste dans les villes. Et donc ça, petit à petit, tu sais, c'est cette extrême pauvreté du paysan qui est très isolé dans les campagnes, et avec ces enfants de paysans qui migrent vers les villes qui s'étendent, les enfants de paysans qui migrent vers les villes, il y a quelque chose qui va créer une interaction forcée de la ville avec la campagne, et va aussi entraîner une mutation potentiellement rapide des campagnes en fait.
j'ai l'impression. Il y a un point qu'on va ajouter à ça. Dans ta réflexion, tu dis que ça va muter vite, mais la Chine, depuis 45 ans, a explosé démographiquement. Mais dans les campagnes, on ne va pas pouvoir évoluer aussi vite, même presque pas du tout, d'un point de vue géographique, parce que par exemple, tout le sud-ouest de la Chine n'est que montagneux, que rempli de montagnes, de forêts. Ils ne peuvent pas y construire de grandes villes. C'est pour ça que ça carte à Moscou. Mais la ville qui est isolée au milieu, tu prends une ligne droite de cette ville-là à Pékin, il y a plusieurs grandes villes, des grands centres qui sont à plus d'1 million d'habitants, qui sont isolés, en pleine campagne. Et tout le sud, jusqu'à presque la frontière avec le Vietnam, mais presque jusqu'à la mer, jusqu'à Taïwan, il n'y a aucun grand centre urbain. On ne peut pas construire dans ces endroits-là. Donc c'est des campagnes qui vont se paupériser, encore plus que maintenant. Les gens fuient ou fuient pas selon leurs possibilités. Et ils ne vont pas du tout être rattrapés par la ville. J'ai vu un reportage il y a 2-3 mois sur Arte sur les vallées de ces montagnes. Les gens, à 80%, ne savent ni lire ni écrire, n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité. Ils se démerdent comme ils peuvent. La plupart vivent un peu comme des crèves de la faim. Et ils sont pas du tout, même la plupart ne sont pas du tout attirés par la ville. Et c'est soit trop loin, soit trop difficile, soit ils ne sont même pas considérés par le gouvernement chinois. La plupart font 1, 2, 3 enfants. C'est des provinces où l'enfant unique n'existe même pas. Ils font tous plusieurs enfants parce qu'ils ne pourraient même pas subvenir à leurs besoins. Ils sont obligés pour cultiver les terres, ça. La plupart de ces familles-là vivent de la culture du bambou. Ils sont en train d'un point de vue écologique, c'est catastrophique. Ils défoncent toutes les forêts de bambou ils le vendent à 2 francs 6 sous. Et ils font tous 5-6 gamins pour pouvoir couper le bambou et le revendre pour les chantiers. Mais ils vivent que de ça, ils vivent dans des cabanes en bois, ils vivent de rien. Et je pense que la vie jamais ne rattrapera ces campagnes-là. Ces campagnes-là resteront isolées comme ils le sont depuis des millénaires. Regarde l'histoire de la Chine, qu'elle soit vieille ou récente, jamais il y a eu de grosses villes et de grosses implantations humaines à ces endroits-là. Ça ne sera pas rattrapé, ça restera souvent sur la côte. Donc la question que posait Joël était bonne, c'était, si j'ai bien compris, c'est une question c'est ce que prétendent aussi les Occidentaux depuis une trentaine d'années, c'est que la réforme économique, l'ouverture économique de la Chine, c'est-à-dire le passage de la Chine au capitalisme, allait faire aussi une évolution politique vers une démocratisation. Et on voit que depuis 30 ans, que ça n'a pas marché jusqu'à présent. Ils ont gardé le même régime politique et ils ne sont pas ouverts. Et même avec l'Internet qui aurait pu être encouragé, une ouverture vers le monde et une liberté d'expression, etc. Ils ont fait la grande muraille, le grand firewall chinois pour empêcher l'accès aux sites occidentaux, pour empêcher, et puis pour complètement verrouiller la liberté d'expression sur Internet, etc. Et donc jusqu'à présent, il n'y a pas d'ouverture démocratique, quoi. Et est-ce que ça va arriver peut-être progressivement, comme tu dis, c'est vrai que là, ils commencent à autoriser d'avoir plus d'un enfant, c'est quand même assez révolutionnaire, entre guillemets, par rapport à leur population et leur démographie. Qu'est-ce que ça peut donner aussi? Il y a peut-être des choses qui évolueront, mais est-ce que ça va évoluer? Alors par rapport au vieillissement de la population, toujours mon pote qui revient de Chine il n'y a pas longtemps me disait que a priori les gens sont pas du tout favorables à l'idée de faire un deuxième enfant. Ils sont habitués en fait à ça. Et les rares expériences qu'ils ont de gens qui ont 2 enfants, ça veut dire 2 fois plus de bruit, ça veut dire des enfants qui gueulent, qui pleurent, etc. Non mais c'est terrible parce qu'en fait c'est des prolétaires qui ont des journées de travail de 10-12 heures dans des conditions abominables, ils deviennent sourds, ils perdent tout leur sens, ils sont tués par leur boulot. Le soir quand ils rentrent, ils n'ont pas l'énergie de gérer 2 gamins qui sont en train de jouer et en train de gueuler, en train de pleurer, en train de machin, tout. Déjà, pour eux, c'est dur. Donc en fait, ça a un impact direct
sur eux-mêmes, leur perception de la famille. Un gamin, il ne faut pas que ça fasse de bruit, il faut que ça nous laisse nous reposer les quelques heures de sommeil qui nous restent, parce que sinon on est mort. Voilà, donc il y a ce truc-là, et ce qui est très intéressant justement, c'est que par rapport à cette pauvreté, par exemple, ce qu'il me disait, c'est que en Chine, a priori, en tout cas dans les villes, il y a une classe moyenne qui est invisible, voire inexistante. Ça se traduit par le fait qu'il n'y a que toutes les bagnoles que vous croisez en Chine, c'est des bagnoles de luxe. Vous avez dû voir ça, c'est de la BM, c'est de la Merco, c'est de la grosse cabriolet, machin. Il n'y a pas de petites bagnoles. Parce que les prolétaires, en fait, n'ont pas de voiture. Il y a soit une classe très riche, soit une classe très pauvre. Les prolétaires n'ont pas de voiture. Ils se déplacent avec des scooters électriques qu'ils achètent au prix d'un téléphone portable au coin de la rue. Donc ils changent tous les mois a priori parce que ça tombe toujours en panne, c'est merde. Et en plus, donc ils ont un scooter électrique pour toute la famille. Donc il y a papa devant, maman derrière, il y a la mamie entre les deux, et puis ils scotchent un tabouret sur la roue avant pour coller le bébé, quoi. Et ils se déplacent comme ça, c'est ça leur vie de prolétaire en Chine. Toujours d'après ce qu'il m'a raconté. Donc il y a vraiment une violence du capital qui est énorme et qui pousse le prolétariat en fait à se retrancher derrière justement la famille. C'est-à-dire la plus petite cellule où on peut espérer encore un peu d'entraide, un peu de survie. Et donc quand vous avez des familles où vous avez un enfant, mais les deux parents travaillent, voire travaillent plusieurs fois par jour dans plusieurs boulots différents, enfin ils se font des journées de tarés, donc ils ne peuvent pas s'occuper de leur gamin. Par contre, les grands-parents, eux, ne travaillent plus et n'ont plus aucune chance que le système leur accorde de quoi survivre. Donc leur seul moyen de survivre, c'est de s'occuper des gamins, de leurs enfants. Donc vous avez des lieux de vie, vous avez 3 générations en même temps, où finalement les grands-parents s'occupent les grands-parents s'occupent des enfants pendant que les parents travaillent, pour nourrir le gamin et les grands-parents. Donc il y a un resserrement des liens familiaux, et des traditions familiales, et même l'apparition de nouvelles traditions. Alors ça, j'ai halluciné. Maintenant, en fait, la tradition qui apparaît en Chine, c'est d'offrir à ses parents, enfin, donc, quand on a ses parents à la maison pour s'occuper du gamin, la tradition, c'est de leur offrir des cercueils, avant qu'ils soient morts, pour leur montrer qu'on va s'occuper d'eux jusqu'au bout et qu'on ne va pas les laisser tomber. Donc ils leur offrent des cercueils, alors qu'ils sont encore en vie, et le cercueil il traîne dans le salon, dans la cuisine, voilà, ça fait partie des meubles en attendant. Voilà, ça met une ambiance, mais c'est une façon pour les adultes de prouver à leurs parents qu'ils vont s'occuper d'eux jusqu'au bout et qu'ils ne vont pas les laisser crever comme beaucoup de vieux finissent par crever de faim dans les rues en Chine, quoi. Voilà, donc il y a ce resserrement vers la famille qui fait que finalement ce truc du deuxième enfant qui finalement est autorisé, ça fait un peu, d'après ce qu'il m'a compris, ça fait un peu un flop. Les gens, ça les intéresse pas. Déjà, un gamin, c'est déjà largement suffisant, quoi. Voilà. Tu fais les copains, quoi. Donc, Lorraine, tu confirmes la description que m'en a fait mon ami, tu confirmes que... Est-ce que tu as constaté ça, toi aussi, dans tes deuxième enfant chinois. Ce dont tu as parlé. Ouais. En effet, je crois qu'il y a quand même, des familles, surtout à la campagne, qui ont 2 enfants depuis assez longtemps. Et donc, je ne pense pas que ce soit un refus global d'avoir un deuxième enfant. La ville, en fait, des prolétaires urbains, en fait. Oui. C'est une tendance. Enfin, d'abord, vous savez très bien qu'à Foxconn, par exemple, qui a 1 million d'employés en Chine, la majorité des employés vivent dans des dortoirs. Et donc, là, de toute manière. Et ils payent leur loyer, eux-mêmes leur loyer, ouais, c'est. Ils payent le loyer à l'entreprise. Ouais. C'est bien, c'est cool. J'ai fait un tiers de leur salaire en fait. Est-ce que tu sais à peu près le pourcentage de démographie qu'il y a de disparition entre la campagne et la ville? Je crois qu'en ce moment, c'est pas exact parce que à cause de cette population migratoire considérable, mais
Je crois que ça arrive vers 50-50. Ah, et voilà, c'est ça. Je peux me tromper. Mais, c'est qu'il y a encore une très grosse population agricole, rurale. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculture. 500 millions. Enfin, c'est combien? Enfin, plus tous ceux qui ne sont pas comptés. C'est un tiers de la population. Est-ce que tous les deuxièmes enfants ne sont pas comptés? Donc, à mon avis, ils ne sont pas deux. Dans les champs de bambou, ils sont 4 milliards en fait derrière. Bon, on continue la discussion en prenant des... À boire. Merci. Merci.